menu de ce magazine, la remise du drapeau aux éperviers dames par Madame le Premier ministre jeudi dernier à Lomé. Dans ce magazine également, nous parlerons de la charte de bonne conduite des éperviers nationales, des équipes nationales sportives au Togo, les préparatifs du CHAN par les éperviers A' et puis les play-offs de D2 qui prennent fin demain dimanche à Lomé. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport et détente sur la télévision togolaise, un magazine qui sera co-présenté ce soir avec Claude Ama. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Martin. Alors le week-end, comment ça se passe? Oui, le week-end commence très bien. Et chez vous? Ça va, Inch'Allah, comme on dit si bien les musulmans. La suite avec vous alors? Bien sûr Martin, alors nous allons tout de suite commencer avec le chargé de communication du ministère des Sports et des Loisirs, Alba Gilbert, qui va nous parler donc du contenu de la charte de bonne conduite des équipes nationales. Alors bonjour Gilbert. Bonjour M. Claude, bonjour M. Sandin. Alors, tu as l'air un peu fatigué là, il y a quoi? On a beaucoup couru le week-end, non? La semaine? Bon, c'est le début du week-end, donc la fatigue de la semaine se ressent encore. Alors, le décor planté, donc la charte de bonne conduite des équipes nationales sportives du Togo, c'est l'intitulé d'un document élaboré sur l'initiative du ministère des Sports et des Loisirs depuis janvier 2021. Un document qui en appelle à la conscience et à l'engagement patriotique des représentants du Togo aux différentes compétitions sportives continentales et mondiales. En ligne de mire, l'atteinte des objectifs du plan stratégique Togo 2020-2025 au niveau des différentes disciplines sportives. Découvrons cette charte à travers ce sujet d'Aflim Johnson. Entre l'ensemble de la chaîne de valeur des sports productifs et profitables à la croissance économique, mieux positionner le Togo dans la géopolitique sportive internationale, des ambitions contenues dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. À côté des investissements consentis pour atteindre les objectifs, il s'impose de stimuler l'engagement patriotique des athlètes en vue de meilleures performances lors des compétitions continentales et mondiales. Les acteurs, le ministère des Sports et des Loisirs en tête, ont pensé à la question. Des réflexions qui ont accouché de la charte de bonne conduite des équipes nationales sportives du Togo. Élaborée à l'origine dans le contexte de la participation des éperviers A' au championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020, le document a été étendu à l'ensemble des fédérations sportives nationales. Le ministère des Sports et des Loisirs qui a proposé une charte de bonne conduite qui rappelle un certain nombre de principes et de valeurs que doivent porter tous ceux-là qui représentent l'équipe nationale. Ce document avait fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres, qui l'a donc adapté, et c'est comme ça que ce document est né. La charte de bonne conduite des équipes nationales sportives du Togo se veut un ferment de hargne et de combativité pour la cause nationale, un repère qui oriente et inspire les ambassadeurs du Togo lors de rendez-vous sportifs internationaux. Elle s'articule autour du dévouement pour les symboles de la République togolaise. Quand les joueurs sortent pour aller défendre le Togo, il y a une cérémonie souvent qui est organisée pour remettre officiellement le drapeau. Ça a un véritable sens, c'est-à-dire que c'est tous les Togolais qui portent toutes ces personnes-là qui vont donc défendre le pays à l'international. Nous avons expliqué le sens de notre moto. À part ça, il y a également l'hymne national et la devise togolaise. Ce sont des éléments très importants qui sont rappelés dans cette charte de bonne conduite pour que chaque acteur puisse comprendre la lourde responsabilité quand on est sur un terrain pour défendre son pays. La charte définit les grands principes devant guider l'ensemble du mouvement sportif togolais, les droits et obligations dévolus à chaque acteur. Un guide qui devra aider à hisser le sport au rang des leviers de développement du Togo, un instrument de paix et de cohésion sociale destiné à contribuer durablement au rayonnement du pays dans le concert des nations. Voilà Gilbert, Johnson a parcouru donc cette charte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est d'abord saluer cette initiative qui a été prise par le gouvernement togolais à travers le ministère des Sports et des Loisirs pour doter le secteur des sports d'un document qui retrace un peu les grandes valeurs que chaque acteur de ce secteur-là devrait porter
pour hisser notre sport dans le concert des nations. Vous savez que pendant des années, nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous ne disons pas qu'aujourd'hui, ces problèmes sont passés, mais cette charte... Les problèmes de primes. Bon, les problèmes de primes, c'est vrai. À un moment donné de notre parcours au niveau sportif, nous avons connu ces problèmes, mais aujourd'hui, Dieu merci, on n'en parle plus parce que justement, cette charte de bonne conduite a réglé la question. Et je rappelle que cette charte est née au moment où les éperviers locaux s'apprêtaient pour aller au CHAN Cameroun 2021. Et donc c'est en décembre 2020 que ce document a été élaboré et adopté par les acteurs du monde sportif. Il a été fait dans un cadre de concertation. Ce n'est pas un document qui est né de nulle part. Il a fait l'objet de concertation et avant d'être soumis en Conseil des ministres où il a été adopté et depuis lors il s'applique et puis aujourd'hui il est étendu à toutes les disciplines sportives, notamment pour ceux-là qui représentent le Togo dans les équipes nationales. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la Bible des sportifs, des équipes nationales, si on peut le dire ainsi? La Bible... Ou le Nouveau Testament? Bon, disons que, vous savez, il y a aussi la loi. Il y a la loi qui a été adoptée en 2021, notamment le 4 mai, et promulguée le 7 mai 2021 par le chef de l'État. Et ces deux documents, donc la loi et la charte de bonne conduite, constituent des éléments assez importants, constituent des textes, je peux dire, fondamentaux. D'accord, vous savez, en droit, quand on dit le texte fondamental, on veut parler de la Constitution. Mais j'emprunte ce mot ici pour parler du secteur sportif. Entre parenthèses, quoi. Voilà. Donc, pour dire que ces deux documents sont assez importants pour tous ceux-là qui s'engagent dans une équipe nationale parce que, vous savez, quand on vient en équipe nationale... Donc c'est pour défendre les couleurs nationales. C'est pour défendre les couleurs nationales. Ne viens pas en équipe nationale n'importe qui. Hein. Bon, en tout cas, c'est ça. C'est ça, c'est pour cela que c'est une sélection. C'est une sélection. On est aujourd'hui estimé à peu près à 8 millions de Togolais. Donc, quand on vous choisit dans les 20 ou 25 pour représenter l'équipe nationale, cela appelle à des responsabilités énormes, à un sens de sacrifice. Vous vous rappelez que Son Excellence, Madame le Premier ministre, a remis le drapeau national aux éperviers dames le jeudi dernier. Vous avez pu constater dans ses propos qu'elle a rappelé à nos ambassadrices à cette CAN Maroc 2022 de défendre les couleurs nationales avec dignité, avec détermination dans la discipline et d'avoir des comportements irréprochables. C'est ça, en somme, ce qui est contenu dans cette charte de bonne conduite. Alors, Gilbert, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les symboles de cette charte? Oui, dans cette charte, nous avons en première partie rappelé les grands symboles de la République. Nous avons rappelé le sens du drapeau national. Nous avons rappelé le sens de l'hymne national. Nous avons rappelé la devise du Togo et les armoiries. Pour que chaque Togolais qui représente le Togo, pour qui on joue l'hymne national à l'international, pour quelque compétition sportive que ce soit, comprennent que c'est une lourde responsabilité. Vous savez que dans un pays, l'hymne national n'est pas joué pour n'importe qui. N'importe comment ça se oui, c'est pas pour n'importe qui. C'est sacré, l'hymne national est sacré. Voilà. Oui. Alors, c'est dit que quand, pour vous, on joue l'hymne national, il faut avoir la chair de poule. Il faut avoir la chair de poule. La fibre patriotique, et si on peut le dire ainsi. Se battre pour le pays, vaille que vaille. Ce sont nos militaires, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez voir que dans cette charte, il y a une préface. Madame le ministre des Sports et des Loisirs a préfacé ce document et a rappelé le contexte, a rappelé la vision du chef de l'État par rapport au sport. Cette vision qui consiste aujourd'hui, notamment par rapport à la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025, il s'agit d'arriver aujourd'hui à faire de notre sport, d'ici 2025, faire de nos sports non seulement un vecteur de paix, de cohésion sociale, d'épanouissement de la population et tout, mais aussi un des pôles importants de développement socio-économique de notre pays. Et cela passe par un certain nombre de comportements que les acteurs du secteur doivent avoir, pas seulement les athlètes, mais également les dirigeants. Tous ceux qui sont impliqués dans dans la gouvernance du sport et les athlètes naturellement sur le terrain. Donc voilà un peu les symboles qui ont été rappelés dans une première partie de cette charte de bonne conduite.
Alors, vous l'avez si bien dit, préalablement, c'était réservé à l'équipe nationale locale qui était donc au CHAN Cameroun 2021. Alors aujourd'hui, elle concerne pratiquement toutes les équipes nationales. Aujourd'hui, la charte concerne toutes les équipes nationales parce que quand vous parcourez la charte, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas uniquement faite pour le sport, pour le football. Donc c'est pour toutes les disciplines confondues, toutes les disciplines sportives, que vous soyez en athlétisme, basket, football, voilà, karaté et j'en passe. Une fois que vous devez représenter le Togo, vous êtes tenu de respecter un certain nombre de comportements, d'avoir des attitudes irréprochables. J'emprunte une fois encore le mot de son Excellence Madame le Premier ministre, qui l'a martelé la dernière fois quand elle a reçu nos vaillantes filles pour leur remettre le drapeau. Et vous avez vu, elle a remis le drapeau. C'était une cérémonie solennelle et Madame le Premier ministre même l'a rappelé, a insisté sur le mot. Donc c'est dit que ce n'est pas pour n'importe qui on remet le drapeau et quand on y va avec le cœur, c'est-à-dire qu'on doit tout se donner. C'est comme des militaires qui sont sur un champ de bataille. Qui vont au front, c'est clair, si. Voilà. Alors, je le disais, est-ce que les notes qui viennent de partir, donc je vais parler des épées vieilles dames, est-ce qu'on leur a remis cette charte? Bien sûr, bien sûr. Elles ont lu ça, elles ont ça en leur possession? Bien sûr, il y a un certain nombre de... J'espère qu'elles sont parties avec, hein? Elles doivent le faire. Je crois que le staff technique a pris toutes les dispositions. Non, moi je ne sais pas le staff technique, je suis d'accord, mais les premières concernées, ce sont les athlètes. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour vous dire que nous avons envoyé un certain nombre de documents, un certain nombre d'exemplaires de la charte à la Fédération togolaise de football, qui s'est chargée donc de les mettre à la disposition de cette équipe nationale féminine. Ce que nous avons vérifié, je ne dis pas, c'est-à-dire qu'elles ont eu le document. Et j'espère qu'elles sont parties avec. Hein? Elles sont parties. Parce que depuis le Maroc, elles doivent lire ça tous les jours que Dieu fait. En tout cas, avant de commencer de rentrer en compétition le 3 juillet prochain. Dimanche prochain. Ok, bon. Alors, ce n'est pas fait que d'avantages, hein? Il y a aussi des sanctions qui sont prévues pour ceux qui ne vont pas respecter donc, cette charte. Tout à fait. Vous savez, pour entretenir une équipe, ça prend beaucoup de sous. Ça prend beaucoup de sous. Vous avez vu un peu les conditions dans lesquelles nos équipes, notamment les éperviers, que ce soit hommes ou dames, les équipes A se préparent. D'accord, ça prend beaucoup de sous et cet argent, il vient de tous les contribuables. Du contribuable togolais, ça c'est clair. Celles qui vont en Botokoin au bord de la route, celles-là qui vont à Kassan, à l'école et tout ça. Donc ce sont les impôts que chacun paye qui contribuent à entretenir cette équipe. Cela impose donc à ceux-là qui... c'est de l'argent acquis à la sueur de notre front. À la sueur de notre front. Il faut donc que les acteurs aussi, sur le terrain, mouillent le maillot. Avant de mériter cet argent. C'est clair, oui. Bon, c'est un peu comme ça, d'accord. Et donc, il y a un certain... Vous savez, quand vous avez des droits, vous avez également des obligations à côté, d'accord. Et ces obligations, lorsque vous ne les respectez pas, cela veut dire donc quelque part que vous avez enfreint à la disposition qui est prévue. Et les sanctions doivent tomber. Les sanctions sont prévues. Vous savez, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de succès sans que l'on arrive à s'imposer un certain nombre de comportements qu'on respecte dans la durée et de façon assez constante. Donc, c'est important que chacun puisse se rendre compte de cela et voir aussi les sanctions qui sont prévues. Ce n'est pas pour faire peur aux éperviers, non, mais c'est pour dire que l'équipe nationale... Il y a un cas dans lequel il y a une ligne qui ne doit pas franchir. Tout à fait. Ici, et les comportements, ce n'est pas seulement sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Et même jusque dans le club, ils doivent avoir des comportements exemplaires et irréprochables. Donc les sanctions vont de l'exclusion au blâme, avec des amendes aussi par endroit en fonction de la sanction. Vous pouvez donner un exemple d'exclusion? Qu'est-ce qui peut entraîner une exclusion? Oh, ça, bon, je voudrais bien laisser ça à l'appréciation de ceux qui ont le pouvoir de décider de sanctionner. Et rappeler aussi que c'est selon une procédure. Et chaque discipline sportive, chaque fédération sportive a, à travers son règlement intérieur, une procédure disciplinaire. La procédure qui va conduire à la sanction sera celle-là contenue dans les textes de la fédération dont relève l'athlète.
Bon, alors nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Dis merci à la TVT qui nous a donné l'opportunité de parler de ce document, de cette charte qui doit guider les uns et les autres dans leurs actions par rapport aux différentes sélections nationales. Et dire également merci à nos autorités, notamment les premières autorités de la République, le président de la République, son Excellence M. Faure Essozomna Gnassingbé, Madame le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour l'attention particulière qui est accordée à la question sportive et inviter le public sportif togolais à continuer par soutenir nos équipes nationales. Les éperviers sont partis aujourd'hui. Les éperviers dames. Les éperviers dames, je veux dire, sont partis aujourd'hui. Elles sont déjà arrivées elles sont déjà au Maroc. Et donc, nous leur souhaitons de poursuivre les préparatifs dans de bonnes conditions. Et nous espérons que nous pourrons franchir atteindre les objectifs qui sont fixés. Et permettre donc... Oui, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Oui, ou à quel niveau? Aller jusqu'à la coupe, c'est le souhait de toute équipe. Et donc nous leur souhaitons plein succès, bonne chance et que le public continue par les soutenir et continue également par prier pour eux. C'était aussi l'exhortation de Madame le Premier ministre la dernière fois quand elle les a reçus en demandant aux familles de continuer par prier pour ses enfants. Et je pense que chacun le fera et le Togo sortira gagnant. Aux acteurs sportifs. Non, avant de conclure, Madame le ministre des Sports aussi a quand même dit un mot, non, avant leur départ. Bien sûr, Madame le ministre, vous savez que elle est très proche des équipes nationales, elle est très proche, elle leur a rendu visite à l'un de leurs entraînements au stade. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de déjeuner avec elle comme elle l'a fait au niveau de... Mais elle a fait d'autres choses Oui, elle a fait d'autres choses également qui compensent le déjeuner. Le fait de leur rendre visite alors qu'elle faisait un entraînement la nuit, ça aussi son pesant d'or. Et donc, elle était également là pour la remise des drapeaux. Et son message, c'est le soutien indéfectible. Et nous espérons que nos éperviers vont nous offrir des moments d'allégresse à travers les différentes rencontres et nous leur souhaitons d'aller le plus loin possible. Et maintenant, pour finir, comme vous le dites, aux acteurs sportifs, nous les invitons à prendre connaissance de la charte de bonne conduite et que elle est disponible où la charte de bonne conduite. Oui, le document. Ce serait pas bien nous l'avons mis à la disposition. De la partager aux différentes fédérations. Bien sûr, nous avons mis la charte à la disposition de la fédération, enfin des fédérations sportives, du Comité national olympique. Et les journalistes. Les journalistes, nous n'avons pas assez pour tout le monde. Ah non, mais il faut rapidement, nous en avons également fabriquer pour nous, c'est important. Nous en avons également donné à beaucoup de vos confrères d'autres organes et nous espérons continuer chaque fois que le besoin se fera sentir par distribuer et également la version électronique que nous mettrons également sur la page, sur le site officiel du ministère des Sports et des Loisirs, le www.sport au pluriel gouv.tg. Tu peux rappeler le www.sport avec S quoi, donc sport au pluriel .gouv.tg. Ce sera sûrement ton mot de fin. Merci à Sport FM. Non, à TVT. Merci à TVT. Tu as fait un show à Sport FM avant de venir. Merci. Tu as vendu la mèche malheureusement. Ok, ouais. Et merci à Madame le ministre des Sports et des Loisirs qui nous a fait l'insigne honneur de nous autoriser donc à venir partager avec vous le contenu de cette charte de bonne conduite sur le plateau de la TVT. Merci donc à M. Alba Gilbert. Pour le rappeler, vous êtes le chargé de communication du ministre des Sports et des Loisirs. Nous oserons recevoir d'ici peu, pourquoi pas, Madame le ministre sur ce plateau. Elle le fera avec plaisir. Bon, l'invitation lui est lancée. J'espère qu'elle nous a suivis. Elle va répondre donc à notre invitation, si Dieu le veut. Alors, nous allons clôturer avec une gestion administrative orientée vers l'excellence. Le ministère des Sports et des Loisirs veut gagner le pari. Des agents du dit ministère ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité conduite par l'École nationale d'administration. Objectif, les doter d'outils de management axés sur le résultat.
Hier, vendredi, ces agents ont reçu des attestations sanctionnant cette session de formation. Compte rendu de la cérémonie, Aflim Johnson. Agents du ministère des Sports et des Loisirs, ils sont désormais mieux aguerris pour une gestion administrative efficace de leur département. Ceci grâce aux acquis du projet de renforcement de capacité assuré par l'École nationale d'administration, ENA. Les agents, bien que motivés, n'avaient pas la maîtrise d'un certain nombre d'outils, notamment des outils liés à la planification et à la gestion, notamment comment inscrire la gestion axée sur les résultats comme une norme de travail. Le programme de renforcement de capacité a tourné autour de 3 grandes thématiques. La maîtrise des outils de planification, la rédaction administrative et la maîtrise des obligations et du service public, des devoirs et des droits des agents publics. Ce programme de renforcement de capacité est rendu possible par la convention de partenariat qui lie le ministère des Sports et des Loisirs à l'ENA. Il répond à l'ambition d'une gouvernance axée sur la qualité et l'excellence. Nous avons reçu beaucoup d'outils pour le travail. Comment mener ensemble les intrants aux activités pour obtenir des produits à court terme, des effets à moyen terme et puis des impacts à long terme. Nous avons donc les compétences à l'issue de cette formation pour pouvoir donc mieux gérer les secteurs des sports et des loisirs, pour faire non seulement de ces 2 secteurs des secteurs d'épanouissement de la population togolaise, mais aussi des secteurs qui contribuent donc à la croissance économique de notre pays. Et la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Besikaman, de renvoyer les récipiendaires à leur mission, tout en leur rappelant les responsabilités qui sont les leurs dans l'atteinte des objectifs du plan stratégique Togo 2020-2025. Chers collaborateurs, récipiendaires, je vous invite à faire bon usage des connaissances et méthodes de travail qui vous ont été transmises pendant la formation pour plus de performance et d'efficacité dans le travail. Je ne doute pas que chacun en a tiré meilleur profit pour contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs fixés à notre département, le ministère des Sports et des Loisirs. Et ce, dans l'optique de faire de chacun de vous des acteurs participatifs de la réalisation des missions du ministère des Sports et des Loisirs en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La session de renforcement de capacité a concerné une 50aine de cadres supérieurs et assistants. Voilà, c'était donc le renforcement de capacité des agents du ministère. Du ministère des Sports et des Loisirs. Monsieur Lemon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sandali. Monsieur Atigossou Stéphane, qui est notre consultant maison. Alors, bonsoir Atigossou. Oui, bonsoir Martin, bonsoir au responsable du ministère des Sports, Monsieur Lemon. Salut à tous les Togolais de Saint-Cassé à Djankassé. Eh bien voilà, nous avons Monsieur le chargé, l'attaché de cabinet plutôt. Nous venons de suivre donc la formation que vous avez organisée. Parlez-nous un peu de cette formation. Et merci Monsieur Sandani pour l'occasion que vous m'offrez à travers la TVT afin de brosser un peu la session de renforcement de capacité qui a été organisée par le ministère des Sports et des Loisirs à l'attention de ses agents, cadres et agents d'exécution depuis le mois de juillet 2021. Pour repréciser le cadre, disons que à la prise du ministère par Madame la ministre des Loisirs, elle a constaté, elle a posé un diagnostic. Le diagnostic posé, connu, elle a comme remède souhaité un partenariat avec l'École nationale d'administration, cette école prestigieuse qui contribue au quotidien à la formation de l'élite
administrative togolaise, convention de partenariat qui a été signée en avril 2021, qui consistait à renforcer les capacités des agents cadres et des agents d'exécution afin que chaque agent à son niveau puisse être un maillon ou un acteur essentiel dans l'atteinte de la feuille de route gouvernementale en général et dans l'atteinte des objectifs que les plus hautes autorités lui ont confiés à la tête du ministère des Sports et des Loisirs. Alors, qu'est-ce que vous attendez donc de cette formation de ces agents qui ont été formés? Hier, la cérémonie de remise d'attestation, elle a été riche en couleurs, présidée par Madame la ministre elle-même et le directeur général de l'ENA. Nous avons, tous les récipiendaires ont été rappelés. On leur a fait un rappel de ce que la ministre attend d'eux à l'issue de cette formation. C'est que nous, les agents cadres et les agents d'exécution, nous devons mettre au service de notre ministère les compétences et les enseignements qui ont été dispensés afin que notre ministère puisse jouer dans le concert des ministères sa partition afin que le projet de société du chef de l'État puisse être traduit dans les faits dans notre pays. Alors, expliquez un peu quel est ce projet dont vous voulez parler. Avouons que le ministère des Sports et des Loisirs entend contribuer au développement socio-économique de notre pays et pour ce faire, ce ministère entend renforcer les capacités de son personnel parce que la qualité de toute nation, de toute société dépend de la qualité des ressources humaines. Stéphane? Oui, sincèrement, je voudrais féliciter d'abord M. Lemon pour ses explications et aussi féliciter Madame la ministre. Vous savez, moi j'ai toujours demandé qui sont les conseillers de Madame la ministre. Parce que ces personnes-là, véritablement, réfléchissent très bien. Elles trouvent les mots que le ministère a et ils trouvent curieusement les remèdes. Si on avait commencé ces activités-là depuis un temps, je pense qu'on serait aujourd'hui très loin en ce qui concerne d'abord les capacités des responsables des travailleurs qui sont au ministère des Sports et aussi tout ce qui se fait dans la progression des activités physiques et sportives au Togo. Très sincèrement, la dame ne fait que, je ne sais pas si ça fait 2 ans déjà, ou 1 an et quelques, mais honnêtement, du bout des doigts, il est difficile de compter ce qu'elle a fait. Ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes même sur la voie du professionnalisme. Ça fait énormément de choses. C'est vrai que les gens n'aiment pas quand on félicite trop les gens, mais moi, je suis obligé de féliciter Madame la ministre parce qu'elle fait bien. Le joueur ne fera pas bien, nous allons encore en parler. Aujourd'hui, elle fait bien. Sincèrement, on lui tire chapeau. Alors, vous lui tirez chapeau. Bon, nous allons essayer de peaufiner un peu sur la charte de bonne conduite. Vous avez un peu écouté Alba. Est-ce que vous avez un complément sur cette charte? Disons que la charte, l'idée de la charte de bonne conduite est partie d'un diagnostic que le sport, jadis vecteur de cohésion sociale, de brassage du peuple togolais, connaît un certain nombre de difficultés. Il y a un certain désamour du peuple togolais vis-à-vis des disciplines sportives. Et ce diagnostic posé, connu par la première autorité du ministère des Sports et des Loisirs, il était opportun qu'on aille à la recherche des approches de solutions. Et l'une de ces approches de solutions était qu'on puisse doter chaque fédération d'une charte de bonne conduite lorsque elle va représenter le Togo à des compétitions internationales et à des compétitions continentales.
Et c'est cette expérience qui a été faite avec la qualification historique des éperviers locaux au championnat d'Afrique des Nations de football qui a eu lieu au Cameroun l'an dernier. Et la première expérience a été faite avec les éperviers locaux. Cette expérience a été rééditée avec les athlètes togolais qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo. Et récemment, la charte a été imprimée et mise à la disposition de toutes les fédérations. Aujourd'hui, les éperviers dames se sont envolés en début de matinée pour Marrakech, où elles feront la mise au vert avant de rallier Casablanca, où leur poule va évoluer. Elles aussi, elles ont connaissance du contenu de cette charte qui les engage, chacune à son niveau, à une responsabilité individuelle et collective. Responsabilité individuelle en tant que fille du Togo et en tant que joueuse sélectionnée en équipe nationale. Et donc, il y a un certain nombre de comportements à proscrire. La charte a pour ambition d'instaurer un climat de discipline, d'instaurer l'esprit ou de renforcer l'esprit d'équipe. Elles sont déjà en équipe, mais il faut renforcer l'esprit d'équipe afin que chaque joueuse puisse mettre du sien, mettre ses talents au service du collectif pour qu'on puisse, comme mon collègue, monsieur le chargé de communication l'a dit, pour que l'équipe puisse aller le plus loin possible dans cette compétition continentale. Claude le disait, le plus loin possible c'est quoi? Nous pouvons dire que sans être trop ambitieux, qu'on vise la dernière marche avec le soutien du public sportif, la grâce, la providence divine, que nos voeux, ce souhait le plus ardent puisse être exaucé afin que cette équipe puisse reconnecter définitivement le public sportif à nos différentes fédérations et à nos différentes disciplines sportives dans notre pays. Bon, une dernière question. Qu'en est-on de ceux qui partent et qui ne reviennent pas? Qu'est-ce que la charte dit par rapport à ces gens qui désertent? La charte a instauré un certain nombre de dispositions disciplinaires qui peuvent être engagées contre les responsables de fédérations qui se livrent à ces pratiques peu orthodoxes, mesures disciplinaires qui peuvent également être engagées contre l'athlète ou le joueur qui a enfreint à cette charte de bonne conduite qui est un véritable code de discipline pour être sélectionné dans les différentes équipes nationales. Stéphane Atigoso, vous avez une question à l'endroit de... Non, pas une question, mais encore apprécier les explications de l'attaché de cabinet. C'est édifiant. Et aussi donner mon point de vue par rapport à la charte. Quand la charte est sortie premièrement, nous étions les premiers à être un peu inquiets en disant est-ce que ça ne va pas faire en sorte que nos éperviers soient diminués et tout. Mais finalement, nous avons compris que c'était une très bonne chose. Parce que c'est pour l'image de notre pays. Et surtout que Madame la ministre n'a pas mis la charte en place et a croisé les bras. J'ai suivi sur les réseaux sociaux nos amis burkinabés, les filles qui étaient en désolation complète. Et elles donnaient pour exemple le Togo. Pour dire que le Togo, les filles togolaises ont eu 5 millions et tout ça là. Vous ne pouvez pas sentir combien de fois j'étais fier dans ma peau. Et pour une fois, je suis très fier d'être togolais. Je me dis, ah voilà, on nous a donné un exemple. Alors, si Madame la ministre avait mis une charte de bonne conduite et ensuite on n'avait pas l'accompagnement, on peut craindre que les joueurs soient démotivés ou bien les joueurs soient démotivés. Mais maintenant que la charte de bonne conduite est mise en place et que les moyens suivent ou bien des efforts se font pour que les joueurs ou bien les athlètes qui représentent le pays soient dans de meilleures conditions, chapeau encore une fois Madame la ministre. Merci Stéphane Atigoso. Votre dernier mot, monsieur l'attaché de cabinet. Je voudrais
Et je voudrais inviter le public sportif à faire confiance à nos équipes nationales. Avec cette charte, Madame la ministre, sous la houlette du chef de l'État et de Madame le Premier ministre, a inauguré une nouvelle ère. C'est l'ère de la renaissance des disciplines sportives dans notre pays. Et nous avons besoin de la patience des uns et des autres, du public sportif togolais. C'est ça. Pour que cette nouvelle ère puisse, dans les années ou les mois qui suivent, porter ses fruits. Nous demandons de la patience au public sportif. Les résultats vont suivre. Eh bien voilà, de la patience. Donc on vous dit merci, monsieur l'attaché. Lémou Lénois, c'est l'attaché de cabinet du ministre des Sports et des Loisirs. Nous allons poursuivre cette édition maintenant par un tournoi de football de petits poteaux qui a été organisé à Abedji par l'association Jeunesse en Mission pour le Développement. L'objectif était de sensibiliser les populations du Grand Lomé sur l'importance du reboisement. En finale, FC Amadahomey a remporté le trophée en battant Scout FC d'Agbalé-Pédogan par 1-0, compte rendu à Tchoussaba. 5 jours d'entretien et de reboisement ont permis à l'association apolitique Jeunesse à Mission pour le Développement de sensibiliser les populations du Grand Lomé sur les dangers de la déforestation. Après la sensibilisation, place à la finale de la 6e édition du tournoi de football environnemental. Un match de petits poteaux âprement disputé. Bras Rouge FC d'Amadahomey face au Scott FC d'Agbalé-Pédogan, tous deux noirs vêtus. Les Rouges, très en forme, monopolisent la balle et parviennent à prendre le dessus sur les Scott d'Agbalé-Pédogan. 1-0 en faveur de Bras Rouge FC d'Amadahomey. L'organisateur du tournoi environnemental est satisfait. Le bilan est satisfaisant. À quel sens les jeunes que nous avons conviés à ce tournoi, les jeunes joueurs de ces 4 équipes ont été vraiment à la hauteur en s'appropriant des messages que nous avons délivrés depuis le renforcement de capacité en salle jusqu'à arriver sur le terrain. Ils sont là et ils ont écouté le message sur l'environnement, le message sur la nécessité du reboisement, le message sur la nécessité que la jeunesse, les jeunes que nous sommes, s'engagent vraiment à mettre en terre un plan pour la réussite de l'ambition décennale, 1 milliard de plans d'ici 2030. La génération future appartient à qui? Elle appartient à la jeunesse. Et cette jeunesse que nous animons aujourd'hui va vraiment prendre la décision de s'engager dans ce domaine-là. Les meilleurs joueurs de la compétition ont été primés. L'équipe vaincue est repartie avec une enveloppe. Bras Rouge FC d'Amadahomey remporte le trophée mis en jeu. Voilà, c'était donc le tournoi de votre... C'est votre tournoi, monsieur Thierry, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sangani. Thierry Abiabal Barki. Vous êtes donc le vice-président de la GEMD. Oui. Et donc, vous avez organisé ce tournoi. Quel est l'objectif de ce tournoi? Merci, monsieur Sangani. Il faut d'abord dire que c'est depuis 2015 que notre association organise ces tournois de grande sensibilisation sur des thématiques liées aux enjeux de l'heure. Et la 5e édition a été observée en 2019 et c'est quand la maladie à coronavirus est arrivée qui nous a vraiment tout basculé et ça a permis que nous n'avons pas pu organiser les années 2020 et les années 2021. Et vu que les restrictions ont été soulagées même présentement, nous avons maintenant relancé ce tournoi-là avec la 6e édition et c'est un tournoi dont l'objectif est d'abord de conscientiser, de sensibiliser nos pères jeunes sur les valeurs environnementales et aussi les inciter à la culture du reboisement en vue d'atteindre 1 milliard de plants d'ici 2030. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si l'objectif est atteint?
Oui, l'objectif est atteint. Nous pouvons dire que nous sommes vraiment satisfaits des résultats, d'autant plus que les équipes qui étaient participantes ont vraiment été sensibilisées. Même la veille du tournoi, nous les avons rassemblés, le staff, les équipes et même les joueurs ont été rassemblés pour pouvoir les passer nos attentes, les conscientiser sur ces valeurs environnementales-là, et à leur tour, eux, quand ils partiront, ils serviront de messagers dans leur quartier respectif. Même au cours du tournoi, le message est toujours passé. Le petit enfant même que tu croises à l'entrée pourra te dire pourquoi est-ce qu'on a organisé ce tournoi. Nous avons même essayé d'organiser un petit coupon pour ceux qui vont entrer dans le stade, ce qui a permis de pouvoir dire que 2000 personnes ont été vraiment touchées par nos sensibilisations. Donc au finish, on peut dire vraiment qu'on est satisfait et que la jeunesse a vraiment pris conscience de cet enjeu-là. Stéphane? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Nous avons eu à recevoir le responsable de la direction des services techniques de la mairie de Lomé ici, qui nous a décortiqué un peu le projet de long à large. Et plusieurs fédérations et associations ont participé à diverses activités. Hein. Et eux, ils ont choisi donc le football, et le message est clair. Notre souhait véritablement, c'est que ces bonnes paroles ne soient pas tombées dans les oreilles de sourds, parce que l'objectif est de retrouver notre Lomé label, et de retrouver aussi un pays où la déforestation s'est arrêtée, hein, et que le reboisement a repris de plus belle. Donc vous savez tout le bienfait que les arbres nous apportent. Donc je pense que c'est une bonne chose. Félicitations à l'association. Ce que moi j'avais regretté sur le plateau la dernière fois quand j'ai rencontré le responsable, c'est que 2 millions c'est pas beaucoup, et je demande que ce soit 2 millions fois 10, hein, pour que les associations puissent avoir assez de moyens. Et puis 3 mois c'est peu, il faudrait que ce soit un truc de 9 mois minimum ou de 12 mois, permettant à chaque fois, à chaque 6 mois, qu'on fasse vraiment un bilan, un vrai bilan de la chose, et que l'impact puisse se ressentir. Donc l'AFD est une grosse machine, l'AFD dispose de beaucoup de moyens. Je crois que l'AFD, si elle veut, ces associations-là, si les rapports sont bons à leur avis, qu'on leur donne plus de moyens pour que ces associations-là puissent encore aller plus vers les ménages, dans les familles, dans les foyers. Et je crois que les résultats seront positifs. Ah oui, voilà. Et vous avez organisé à Avedi. Alors, oui, la prochaine fois, ce serait dans quel quartier? Bon, nous sommes en train de cibler toujours le centre des jeunes d'Avedi. Pour la 7e édition. Oui, pour la 7e édition. Ce sera également un thème que nous allons piquer dans la feuille de route gouvernementale. C'est ce que nous avons l'habitude de faire quand même, aller dans le sens du gouvernement. Et donc, les TDR sont en train d'être rédigés. Dès que tout sera prêt, vous aurez nous allons vous faire signe. Est-ce que c'est des endroits ciblés ou bien on vous impose des endroits pour la sensibilisation? Pour la sensibilisation? Oui, des quartiers. Non, ce ne sont pas des endroits ciblés. Nous, la Jeunesse en Mission est en fait une organisation qui est animée par beaucoup de jeunes, hein, dans toute la préfecture du Golfe et même du Grand Lomé. Et donc, nous faisons des sensibilisations à travers cette commune. Il n'y a pas de façon, on ne nous impose rien quand même. Alors, donc, votre dernier mot pour finir? Oui, je tiens donc à remercier d'abord la TVT pour nous avoir emprunté ces locaux pour pouvoir parler des activités que nous organisons. Je remercie également tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de suivre cette émission. Notre organisation, la Jeunesse en Mission pour le Développement, a vraiment choisi l'environnement pour pouvoir parler de cette activité, pour pouvoir s'investir davantage dans cette politique du gouvernement. Et donc, je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers, hein, et à dire aussi un grand merci au président, M. Georginam Alagbo, grâce à qui nous sommes vraiment engagés, nous sommes vraiment au top pour pouvoir faire face aux défis de l'heure. Merci.
Okay, merci beaucoup Thierry. Donc nous allons poursuivre ce magazine avec la remise de drapeau aux éperviers dames. Donc c'était le jeudi dernier à la primature, compte rendu Raimondo Sergine. Devant le chef du gouvernement et tout le peuple togolais, elles ont pris l'engagement de défendre les couleurs nationales lors de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Une compétition qui démarre dans 10 jours. On promet d'aller de victoire en victoire, d'aller le plus loin possible. Et je pense que c'est notre devoir et nous allons nous battre comme il faut. L'accompagnement que le gouvernement ne cesse de nous faire depuis qu'on a commencé cette qualification et surtout le peuple qui est toujours derrière nous à nous pousser. Franchement, ça nous a boosté à arriver jusqu'ici et je pense que ça va faire beaucoup de choses encore. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a tout d'abord félicité les joueuses et le staff pour leur brillant parcours jusqu'à cette qualification historique. La chef du gouvernement a convié les ambassadrices à l'abnégation et au sens du travail bien fait pour la fierté de tout le peuple togolais. Donc, je me réjouis toutes particulièrement pour cette rencontre et vous me permettrez de vous transmettre les fraternelles salutations du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé. Il s'agit, il faut le reconnaître, que c'est un exploit qui a émerveillé tout un peuple. C'est vrai, vous aurez affaire avec de grandes nations de football, mais je crois savoir que le Togo est également une grande nation de football. Et vous saurez dignement représenter cette nation-là. Nous vous demandons, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'exigences, nous vous demandons d'avoir un comportement irréprochable, en restant attachés aux valeurs de courage, d'unité, de solidarité, d'honneur, de dignité, de respect de l'autre. Le drapeau togolais, ainsi remis à Nathalie Badaté, la capitaine, est aussi synonyme de la mobilisation de toute la nation togolaise en union derrière son équipe. La délégation togolaise quitte Lomé ce samedi pour le Maroc. Un stage d'une semaine ponctué de 2 matchs amicaux face au Burkina Faso et au Botswana les attend avant le début de la compétition. CAN féminine Maroc 2022, c'est du 2 au 23 juillet. Merci Sergine Raimondo. Et les éperviers dames se sont envolées ce matin déjà. Je vous assure qu'elles sont bien arrivées saines et sauves plutôt. Elles sont arrivées au Maroc ce matin. Stéphane Atigossou. Oui, j'ai eu aussi l'information puisque la chargée de communication nous a joint pour nous dire que les éperviers dames sont arrivés dans de très bonnes conditions là-bas au Maroc. Le stage va démarrer incessamment et dans 2 jours, elles vont jouer une première rencontre amicale contre les Burkinabés. J'espère que les dames burkinabés ont finalement quitté leur lieu de campement au Burkina Faso pour se retrouver au Maroc, je l'espère bien. Et la seconde rencontre est prévue pour le 29, je crois, contre le Botswana. Je pense que c'est de belles rencontres qui vont donc permettre à nos éperviers de jouer contre des équipes nationales qui participent à cette compétition. Et les éperviers entrent en compétition le 3 et contre la Tunisie et on espère qu'elles vont faire une belle prestation. Mais je voudrais aussi profiter pour faire en même temps une précision pour les Togolaises et les Togolais. Il est vrai que lorsque nos équipes nationales sont sur le champ de bataille, notre prière c'est qu'elles gagnent. C'est ça, le supporter lui veut gagner. Oui. Mais il faudrait que nous, qui sommes dans le domaine du sport et du football en particulier, nous puissions rappeler que pour ces équipes nationales, les temps de préparation, enfin, le temps de gagner n'arrive pas automatiquement. C'est pour dire, préparer un peu aussi les gens à ne pas trop attendre la Coupe d'Afrique des Nations à Lomé.
Hein? Ça peut arriver, c'est notre souhait. Le Togo peut battre la Tunisie, faire un match nul contre le Cameroun et puis voilà, arriver à se qualifier. Et puis la petite venant mangeant, on peut gagner la coupe. Mais ça peut aussi ne pas arriver comme ça. Et quand ça n'arrive pas comme ça, il ne faudrait pas que les réseaux sociaux s'inondent d'insultes, d'injures, de tout et tout. Non. Il faut supporter. C'est la toute première fois que notre équipe nationale se qualifie pour une telle compétition. Elle va pour apprendre. C'est d'abord ça. Ensuite, elle pourra commencer au fil du temps par prendre de l'expérience. Et d'autres filles vont commencer par s'héberger. Je disais dans l'une de nos émissions ici que la très bonne chose que le ministère des Sports a pu faire pour nous cette année, c'est d'avoir mis en place les compétitions des jeunes de moins de 13 ans. Dans les établissements scolaires. Et ça, je salue M. Zibo et tous ceux qui ont concouru à la réussite de ce championnat. Dans 5 ans, nous aurons une équipe nationale compétitive digne de ce nom. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, il faudrait que nous prions pour les éperviers, que tout se déroule bien et que nous puissions accepter les résultats bons ou mauvais. Alors, Stéphane, vous avez vu comment nos éperviers dames sont endimanchés. Alors, est-ce que c'est un signe de motivation? Absolument, absolument. Je pense que ce ne sont pas seulement les éperviers dames, mais depuis un moment, des locaux jusqu'aux éperviers fanions, toutes les fois que l'équipe nationale veut se déplacer, je pense qu'on les met dans de bonnes conditions, elles sont bien habillées, elles ont des sacs de voyage, elles ont de la motivation, un peu d'argent de poche et tout. Je pense que le gouvernement fait quand même de son mieux quand il s'agit des équipes nationales de football. Je précise, de football. Là-bas, on fait beaucoup. Maintenant, il reste aussi les autres disciplines parce que chaque fois que je parle du football, je rappelle aussi qu'il faudrait aussi penser aux Togolais qui ont choisi les sports de main, le handball, le tennis, le basket, le gymnastique, voilà, et puis d'autres sports. Hein, ce n'est pas que le football. C'est vrai que le football, c'est le sport roi et qu'il faut mettre le paquet là-bas. Mais après, ceux qui ont choisi les autres disciplines, ce n'est pas un péché pour eux. Donc, vivement qu'on se souvienne d'eux aussi. Alors, le rendez-vous avec le match d'ouverture à la Tunisie, c'est le 3. Hein? C'est le 3. C'est le 3. Quelle analyse d'abord sur ce match? Quand vous prenez des équipes féminines, il est difficile de faire des analyses. Déjà, même les 11 joueuses, quand vous les prenez, difficile de les situer correctement. Mais le Togo a eu un soutien de taille. C'est une attaquante qui a rejoint le nid des éperviers et elle a voyagé avec l'équipe. Donc avec Wedikou, ma fille, en attaque, on espère que les quelques bonnes balles qui vont pouvoir venir du milieu de terrain pourront être bien exploitées. Donc le Togo peut créer la surprise, c'est possible. Donc l'équipe nationale togolaise n'est pas mal, c'est vrai. Elle a quelques petits défauts au niveau de la défense parce que nos défenseurs ne sont pas géantes, trapues, on n'en a pas beaucoup malheureusement, mais elles vont se débrouiller et j'espère quand même qu'on pourra faire une bonne sortie face à cette équipe tunisienne. L'équipe tunisienne, elle est complètement inconnue. Ni moi, je ne connais, beaucoup de confrères même n'en parlent, donc on ne sait pas où sont les joueuses, est-ce qu'elles sont en Tunisie, est-ce qu'elles sont en Europe, est-ce qu'elles ont des professionnels. Nous ne connaissons pas grand-chose sur cette équipe, donc je crois que c'est le jour de la rencontre que nous allons véritablement découvrir cette équipe tunisienne-là. J'espère que Tometi Kayi prendra au moins 15 minutes pour observer son adversaire et après l'observation, elle essaiera de mettre ses joueuses en valeur, histoire de marquer assez de buts et d'encaisser moins. Nous avons quand même une joueuse qui cartonne bien en milieu de terrain, Nathalie Badaté, la capitaine. Hein. Oui, Nathalie Badaté qui a rejoint le groupe aussi il y a quelques jours, c'est vrai. Comme je viens de dire, il y a Wedikou, ma fille, il y a la nouvelle venue, nous avons voilà, et nous avons la gardienne aussi qui n'est pas mal, Amoukulu, Sokwe. Donc je crois quand même que nous avons le minimum. Ce que j'ai pu constater au niveau de cette équipe, c'est le même mal que nous avons au niveau des éperviers A. La deuxième partie. Jouer la deuxième partie. Toujours la première partie, elle est bien jouée, elle est âprement disputée et tout, mais la condition physique, voilà Martin, c'est ça le problème. Donc j'espère que Tometi Kayi va pouvoir les amener beaucoup dans les salles de gymnastique, chercher de l'endurance pour qu'elles puissent vraiment tenir en seconde mi-temps. Parce que la dernière fois, le dernier match qu'elles ont joué contre les filles d'une équipe du Ghana, le score à la mi-temps 0-0 et à la deuxième mi-temps 3-0.
pour le Ghana. Donc vous comprenez qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la deuxième période et je pense que Tom Etika doit faire tout pour pouvoir combler ce vide-là pour que les éperviers du Togo, des versions dames, puissent faire une bonne participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne pouvons que leur souhaiter une bonne chance. Oui, oui, bonne chance et surtout, comme l'ont dit les responsables du ministère des Sports, que nous puissions être tous de cœur avec elles, que nous puissions, voilà, qu'on leur envoie des ondes positives. Hein. Notre souhait, c'est qu'elles puissent aller plus loin au deuxième tour, pourquoi pas en demi-finale, c'est possible. Nous sommes en football féminin, mais si ce n'est pas le cas, qu'on ne leur jette pas des pots de banane, qu'on ne les décourage pas, parce qu'il faut que cette équipe reste, qu'on complète avec d'autres jeunes. On ne va pas commencer, on ne va pas recommencer toutes les fois, non. Je crois qu'avec Madame la ministre qui est venue et qui suit bien les choses iront progressivement de l'avant. Vraiment, ça ira progressivement. Nous allons maintenant pencher du côté des éperviers locaux qui sont en préparation pour les éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Alors, en stage depuis une semaine, certains joueurs donc, se sont prononcés sur les préparatifs. C'est un travail très intensif, purement physique et on ajoute quelques trucs tactico-techniques. Ça donne plus de confiance parce que le travail est bien fait, il y a une continuité qui se fait, qui se voit et une cohérence dans le jeu. Et les joueurs, tout le monde est prêt, tout le monde se donne à fond afin qu'on puisse se qualifier. L'objectif est clair et net, simple, c'est la qualification. On ne va pas sous-estimer le Niger, on va respecter l'adversaire bien sûr, mais on va tout donner pour se qualifier. L'ambiance est très bonne, comme vous l'avez constaté ce soir, on est comme une famille, on représente un seul peuple, nous sommes tous Togolais. Je me sens à l'aise avec l'équipe nationale, c'est ma toute première fois et je suis content d'être parmi le groupe. Oui, jusque-là, on est content du travail du staff, nous sommes contents du travail et on travaille aussi le mental parce que on doit avoir le mental pour cette qualification. En tant qu'attaquant, il faut prouver, il faut marquer des buts. Ils ont parlé de prouver ce Faratigosou. Tu as quand même la confiance? Oui, je suis obligé d'être confiant, puisque les joueurs eux-mêmes, ils sont confiants. Et le sélectionneur qui a eu à choisir ces joueurs-là est confiant. Il a choisi les meilleurs, je l'espère, et ils vont mouiller le maillot. Ce que je sais, c'est que ça ne va pas du tout être facile pour se qualifier pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Dans un premier temps, il faut arriver à battre le Niger et ensuite à battre l'équipe qui va se qualifier entre le Nigeria et le Bénin. Et donc si c'est le Nigeria qui est qualifié, tenez-vous bien droit, nous aurons encore face à nous le Nigeria. Et vous vous souvenez, lors de la dernière rencontre, le Togo, avant de se qualifier pour le CHAN, le Togo a joué justement contre ce Nigeria-là, qu'on a battu à Lomé. Et au match retour, on a battu le Nigeria à Lomé 3-0. Au match retour, ils ont marqué 2 buts et ils ont donné 11 minutes de temps additionnel. Vraiment. Le colonel Akpobi nous disait à son retour qu'il n'avait pas son cœur en main durant les 11 minutes de temps additionnel. Donc ça vous dire combien de fois nos amis de l'autre côté ont tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner leur rencontre. Donc les amis sont avertis. Et puis c'était au temps d'Ambalo Dossé. Oui. Maintenant, nous avons un nouveau sélectionneur à prime et il s'agit de Jonas Kokou Komla. Donc lui également, c'est une mission, il doit tout faire pour prouver, d'abord jouer bien les éliminatoires, se qualifier pour le CHAN et aussi faire mieux que son prédécesseur. C'est ce que le Togo attend de lui. Oui, le Togo attend de Jonas Kokou et de ses poulains. Est-ce que vraiment les préparatifs, vous avez suivi les préparatifs, est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent? Oui. Non, ça se déroule bien. Je pense que depuis un moment, je ne veux plus citer Madame la ministre. On me dira que je la cite trop. Depuis sa venue, au moins, les équipes nationales ne se préparent plus 2 semaines pour aller à une compétition. Vous entendez au moins qu'il y a 2 mois, il y a regroupement, il y a 3 mois de regroupement, au moins c'est bien. Donc, vous voyez, les locaux ont commencé, ils
se préparent déjà. Peut-être après ça, ils auront encore une autre occasion de faire encore quelques stages avant donc les compétitions. C'est ça qui est bien. Et quand ça se passe déjà comme ça, les entraîneurs ont le temps de regarder l'effectif, de voir là où ça ne va pas vraiment, dans les rencontres amicales, de corriger un peu ce qui n'est pas bien et on prépare au mieux la compétition. Donc je pense que sincèrement, au vu de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale locale, tout est bien, tout est en place. Nous n'avons pas entendu de bruit négatif ici et là. Les sélectionneurs sont en place, ils font leur travail. Maintenant, aucun entraînement, quel qu'il soit, ne remplace la compétition. On attend de voir ce que ça va donner le jour des matchs. Le jour des matchs, donc, est-ce que vous avez pu suivre un entraînement par rapport à cette équipe? Oui, j'ai suivi plusieurs entraînements des équipes, enfin de l'équipe nationale locale. Quand ils sont venus, ils ont fait un peu le travail physique. Hein, c'est un truc comme on prend pour mettre dans les chemises des joueurs. Et ils courent et puis ça mentionne la durée. Hein, si vous êtes paresseux, ce n'est plus après le sélectionneur qui se rend compte que vous êtes paresseux, mais c'est la petite montre qui indique la distance parcouru. Donc, le test de Cooper, je ne sais pas si c'est comme ça on l'appelle, monsieur le responsable de gymnastique nous dira bientôt. Donc, je pense quand même que tout se déroule très bien. Jonas Kokou-Komla, ma foi, c'est un entraîneur qui connaît son métier. Honnêtement, il connaît. Oui. Bon, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce niveau, mais c'est un coach qui connaît son travail. Maintenant, au-delà de connaître son travail, il faut disposer des éléments nécessaires pour pouvoir faire animer la tactique comme eux. Donc c'est à ce niveau-là que je l'attends. On attend de voir, surtout quand ils vont commencer par jouer les rencontres amicales. Ils sont déjà allés à un stage en Tunisie, je crois, où ils ont joué 2 matchs amicaux contre l'équipe nationale de la Tunisie et contre un club. Le premier les a battus 1-0, le second ils ont fait match nul. C'est déjà bien. Maintenant, pour le reste des matchs qui vont venir, nous allons également aller juger et voir si véritablement ils peuvent faire l'affaire ou non. Nous allons parler de la 9e journée, 9e et avant-dernière journée des playoffs de 2e division. Et à Sokodé, Espoir a dominé Fouadan 3-0. Akara, Doumbé a battu Koroki 2-1. Et puis à Kalimé, Tambo et Étoile ont fait match nul. La 10e journée est l'ultime journée, donc ce jour, ce dimanche, c'est-à-dire demain. Alors, vous avez des précisions sur ce championnat de ces playoffs? Bien sûr, cette avant-dernière journée des playoffs a déjà donné les 2 équipes qualifiées pour la première division. Oui. C'est le maître mot de cette avant-dernière journée. Et donc, il s'agit de Tambo de Dacha, qui va jouer la première division pour la toute première fois. Il faut rappeler que Tambo de Dacha, c'est l'équipe de l'honorable Ametodi Yaovi, ancien président de Ifodje d'Atakpame. Donc, il a créé une académie de football qui, en 3 ans, se qualifie pour la première division. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, félicitations à M. Ametodi Yaovi, qu'on devrait normalement avoir dans cette émission, mais je ne sais pas trop. Donc, la deuxième information, c'est qu'il y a Espoir Désir qui retrouve aussi l'élite. Espoir Désir qui était déjà... Oui, Espoir Désir qui avait fait la première division il y a quelques années et puis est reparti en 2e division, a retrouvé l'élite suite à sa victoire la fois dernière contre Fouadan de Dapao. Donc, ça fait les 2 équipes qui vont donc jouer la première division la saison prochaine. Il s'agit de Tambo et de Espoir de Zion. Il faut dire aussi que l'Étoile filante est 3e.
à l'issue de ces playoffs. Donc ça ne suffit pas, elle reste au pied du podium. Les shooting stars du petit terrain de Beneglato vont donc encore batailler dur pour que la saison prochaine, elle puisse revenir, en première division. Parce qu'il y a longtemps que cette équipe-là est partie en deuxième division et elle est en train de végéter là-bas. Ce n'est pas une bonne chose. On espère que la saison prochaine, cette équipe-là pourra aussi retrouver l'élite. Donc félicitations à ceux qui ont réussi. Courage à ceux qui n'ont pas réussi. Mais il faut quand même noter que Fouadan, qui a été premier de la poule Arbre, il n'a pas pu faire gain de cause, n'a pas pu faire quelque chose. Oui, c'est avec la mort dans l'âme que je veux parler de Fouada de Dapaon. Vous savez, parfois, il faut savoir bien faire les choses. Il faut savoir faire les choses. Je ne dis pas bien faire les choses. Ils ont essayé de faire. Ils étaient premiers lors de la manche aller, de la phase aller. Fouada était premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Le président de Fouada de Dapaon démissionne. Et selon les sources, il y a eu malentendu avec le préfet ici et là. Les problèmes ont commencé. Et Fouada commence par perdre. Fouada finalement ne sera pas en première division. Et qui a perdu? C'est la préfecture qui a perdu. C'est tout le monde qui a perdu. Et c'est la savane qui a perdu. Et c'est moi aussi qui ai perdu. Vraiment. Parce que je suis togolais. Donc sincèrement, on pensait qu'il y aurait une équipe au sud et une équipe au nord pour équilibrer les choses. Mais cette petite mésentente-là qui est arrivée entre les dirigeants, au lieu de s'appeler « Ah, petit frère, viens », mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas pris tel pour jouer? Pourquoi vous avez limogé? Il paraît que c'est un problème de préparateur physique. Pourquoi vous avez limogé le préparateur physique et tout? Ils vont s'entendre, ils vont dire bon, ok, laisse-le, ramène-le. Hein? On a besoin de lui. Et on s'entend et on continue. Ah, niet! Autorité, autorité. Voilà les résultats. Malheureusement, on a perdu. D'abord que je connais très bien, où j'ai vécu pendant quelques années. Dommage pour cette équipe de Fouada. Mais on va se resserrer les coudes pour la prochaine fois. Lorsque vous chutez, vous tirez donc l'exemple de votre chute pour corriger le futur. Je crois que c'est ce qu'on peut dire pour cette équipe de Fouada, malheureusement. Nous allons continuer avec les phases finales du championnat scolaire et universitaire qui auront lieu le 29 et 30 juin, puis le 1er juillet prochain avec les affiches très alléchantes. Et il y a le tirage au sort qui a eu lieu, donc c'était hier vendredi au ministère des Sports. Jean Kofi Edegi pour des précisions. À l'issue de la phase régionale disputée les 29 et 30 avril, puis les 6 et 7 mai derniers, 6 établissements scolaires champions régionaux en hommes et 6 en dames ont été dégagés. Après 2 mois de répit, ce sont eux qui vont discuter la phase finale. Elle aura lieu les 29 et 30 juin, puis le 1er juillet à Lomé. Le tirage au sort présente 2 poules de 3 équipes dans les 2 tableaux, masculins et féminins. Les matchs vont se jouer en poule. Les premiers de chaque poule vont se rencontrer pour la finale. Ça sera la même chose au niveau du football féminin. Les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le maximum de points au niveau du championnat, vont se croiser pour les finales. Et il y a les conditions qui ont été améliorées par rapport à l'organisation en ce qui concerne l'hébergement des délégations. J'avoue que les délégations seront hébergées dans de très bonnes conditions cette fois-ci. Les conditions de restauration, les conditions de déplacement, toutes ces conditions ont été améliorées grâce à Madame le ministre des Sports et des Loisirs, sans vraiment occulter la grande innovation qui concerne les récompenses. Le CG Tablebo-Ville 1, Aniville 1 et Tchaoro partagent le groupe A, tandis que le CG Parataou et les lycées Fribébé et Timbou se retrouvent dans le B au niveau des dames. Côté masculin, le groupe A sera disputé par le CG Atiégou Lomé Golf, le CS Don Bosco des Savanes et le CPL Jean-Paul II de Tchamba, région centrale. Le groupe B est composé du CSL Ouda de Bafilo, région de la Kara, du CG Glécopé, région des Plateaux, et du lycée à Titogon, région maritime. Ce sont des affiches très alléchantes. Et du moment où d'abord c'est un championnat qui est national et que ce sont les meilleurs de chaque région qui se regroupent à Lomé pour la phase nationale. Ayant suivi au niveau de ma région la prestation des enfants, j'ose croire que ça serait des affiches très alléchantes à la phase nationale. Ainsi, nous exhortons le public à faire massivement le déplacement pour voir la qualité
des enfants que nous avons à la base. Quand on se prépare pour aller à une compétition, c'est pour gagner. Mais le slogan fort du championnat scolaire, ce n'est pas seulement le trophée, mais c'est l'éducation que nous sommes en train de donner aux enfants. Le plus important pour nous, ce sont les notions, les valeurs citoyennes et éducatives et le vivre ensemble que nous allons inculquer aux enfants qui est le plus important. La finale universitaire mettra aux prises l'Université de Lomé et l'Université de Kara. C'est un gros défi parce que contre l'Université de Kara, c'est une question de leadership et de suprématie. Et nous comptons bien remporter le trophée. Et on est des universités sœurs, mais il faudra remporter le trophée pour renforcer notre leadership. On est l'Université de Lomé quand même. Au niveau universitaire, je crois que l'Université de Lomé a fait sa part, je veux dire. Et toutes les disciplines, on a essayé de faire toutes les disciplines malgré les conditions difficiles. Je veux parler des conditions sanitaires. On a fait beaucoup de disciplines et les champions qui en sont sortis sont des champions honorables. Et malheureusement, du côté de Kara, ils n'ont pas fait autant que nous. C'est pourquoi à cette phase finale, on se retrouve avec le football masculin seulement. Mais nous espérons que les années à venir, ils vont faire un peu d'effort pour que les universités aussi compétissent dans diverses disciplines. Par ailleurs, 48 heures après les finales nationales, les mêmes finalistes, en hommes et en dames, vont se croiser dans des parties de football à 8 pour le compte du championnat scolaire africain, une organisation de la CAF. Au-delà du football, les finales d'athlétisme vont se dérouler au stade de Kégué. Bon, il faut quand même dire que ces championnats ont pris de l'ampleur et nous avons constaté que maintenant c'est plus regardant par rapport aux anciens championnats. Oui, quand il y a une meilleure organisation et qu'il y a un peu plus de moyens, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux fait. Donc je crois que on ne peut que tirer chapeau au ministère des Sports. C'est la base qui permet d'avoir les élites de demain. Et donc, si on prépare bien la base, ce qui est sûr, la maison sera bien solide, les fondations seront bien faites, et puis ça va tenir dans le temps. Donc, je crois que c'est le travail, le véritable travail qu'avaient fait les anciens ministres Voulé Frititi, dont on nous a parlé, que sais-je encore, Richard Atchipoué et tout. Je pense que c'est sur ces brisés que Madame la ministre est en train de marcher aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas d'où elle tient tous ses moyens pour le faire, mais sincèrement parlant, c'est une bonne chose et il faut continuer. Moi, j'ai suivi quelques championnats scolaires et universitaires de par le passé. Honnêtement, c'était difficile. C'était difficile. Donc, cette nouvelle dynamique qu'est en train d'insuffler Madame la ministre à ces sports des jeunes, en parlant d'ailleurs des lycées où ils ont joué avec les moins de 15 ans oui. Et les filles moins de 13 ans, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, comment les suivre après ces championnats scolaires? Est-ce qu'on va jouer le championnat de moins de 17 ans l'année prochaine ou est-ce qu'ils seront reversés dans des clubs? Nos clubs n'ont pas les petites catégories à l'heure où nous parlons. Ouais. Donc, c'est ce suivi-là maintenant qu'il faut faire pour que les bons éléments détectés dans ce championnat ne se retrouvent pas dans la nature, sans contrôle, sans suivi, pour que ça ne donne rien. Donc, il faudrait qu'on puisse voir à qui on est en train de léguer maintenant les joueurs de moins de 15 ans, surtout les meilleurs qui ont été détectés, qui sont ceux qui vont poursuivre la formation. S'il le faut, avoir un championnat de moins de 17 ans. Comme ça, on les a toujours à l'œil. Ça veut dire que dorénavant, nous avons un championnat de moins de 15 ans, on avons un championnat de moins de 17 ans et nous avons un championnat des filles de moins de 13 ans. L'année prochaine, elles auront 14 ans. Il faudrait que ça se poursuive comme ça. Donc, vivement qu'on donne assez de moyens, Madame la ministre. Nous en avons besoin parce qu'au fur et à mesure que la maison s'élève, on a besoin des moyens pour pouvoir atteindre le toit. Vraiment, je trouve que tes supplications ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Oui, je l'espère bien. Les choses vont commencer encore à aller de l'avant. Et nous allons donc parler du démarrage le 24 avril dernier
à Baden, dans l'Est Mono, avec 12 équipes. Un tournoi qui a sa 4e édition, le tournoi de l'amitié, qui a pris donc fin le week-end dernier. Et c'est Moretan FC qui l'a emporté sur la plus petite des marques face à Aloko FC. Avec Tchimpoutba, revivons les temps forts de cette finale. Avant le coup d'envoi de cette finale, la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires, un des partenaires du tournoi de l'amitié à Baden, a remis des équipements agricoles aux producteurs de soja du milieu, ce pour le compte de l'année 2021. Puis la partie finale entre Moretan FC en bleu, noir et Aloko FC en jaune. Malgré les occasions, la première moitié du temps réglementaire n'enregistre aucun but. Et c'est dans la deuxième moitié que Moretan FC va inscrire l'unique but et l'emporter 1-0. L'équipe adverse nous a certainement dominé et on a eu à faire des remarques et dans les mi-temps on a essayé de remonter ces lacunes là et voilà, on a pris de l'avance. Tout le monde ne peut pas gagner, mais c'est toujours l'éducation. On va commencer par doubler d'efforts et ça va venir un jour s'il plaît à Dieu. L'objectif demeure la promotion des talents dans le milieu. Nous sommes à la 4e édition, on constate que de temps en temps, ça s'améliore, de temps en temps, il y a le fair play qui règne et on commence par dénicher des joueurs qui commencent par évoluer dans des championnats, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina, que ce soit au Bénin, et d'autres étaient là ici ce soir pour défendre la couleur de leur village. L'objectif principal, c'est de faire promouvoir le talent de nos jeunes frères footballeurs, ceux qui pensent embrasser une carrière footballistique comme des stars, donc il faudrait les accompagner. C'est la commune Est Mono 2 qui a gagné ce tournoi, puisqu'il n'est pas très évident d'organiser un tournoi dans un milieu rural et du début jusqu'à la fin, on n'a pas pu enregistrer d'incidents. Et donc c'est le fair play de manière générale, c'est ça qui nous amène à dire que l'Est Mono 2 a gagné. Une occasion pour sensibiliser sur le développement à la base et présenter les atouts de l'agriculture. C'est un événement très bien réussi, très bien organisé, qui mérite de soutien et qui permet quand même au milieu de se développer. Et c'est une occasion pour nous, notre société, de soutenir l'initiative pour passer le message de développement. À la fin, c'est une pluie de récompenses qui s'est abattue sur tous les acteurs ayant pris part à cette 4e édition du tournoi, et particulièrement sur le finaliste Aloko FC et le vainqueur Moretan FC. Eh bien voilà, Stéphane Atigossou, c'est la 4e édition du tournoi de l'amitié à Baden, une localité située dans l'Est Mono. Alors, oui, c'est bien sûr, c'est le lieu de saluer d'abord toute la population de l'Est Mono. Je crois que j'y étais une fois déjà. Et félicitations aussi aux initiateurs de ces tournois-là. Ce n'est pas facile. Ouais. Lorsque déjà nous, à Lomé, nous peinons très très dur avant d'organiser nos événements sportifs. J'imagine là où il n'y a qu'une ou deux sociétés, comment est-ce que ces responsables parviennent à organiser tout ça. Donc félicitations. Je pense que, comme l'a dit l'un des responsables, ce sont des événements à soutenir. Il faudrait que les bonnes volontés puissent soutenir de ce genre d'événements. Le football ou bien le sport, c'est le ciment du peuple. C'est le ciment. C'est les seules activités au cours desquelles vous n'entendez pas de division. Où nous sommes unis, à sauter ensemble, à rouler ensemble, avant de se regarder, de dire « Ah, c'était toi, je ne savais pas ». Donc c'est ça, c'est ça. Donc nous sommes obligés de mettre les moyens dans ces activités-là pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Le monsieur Mama a dit un truc très important dans son interview que j'ai relevé, les valeurs. Les valeurs que véhicule le sport. C'est beaucoup de choses. Sincèrement parlant, je dis que les politiciens ont beaucoup de choses à nous envier. Vraiment, vraiment. Et nous sommes maintenant avec M. Souviadi Kwame. Il est le président de
FETOGYM, la Fédération togolaise de gymnastique. Et il est venu pour nous parler de la formation qu'il organise. Bonsoir, Monsieur Soviadi. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez en vue? Voilà, il faut dire que pour le compte de l'année 2022, nous avons un plan d'action. Et dans les activités prévues au plan d'action, il y a cette formation des entraîneurs de gymnastique. Et surtout dans cette épreuve de gymnastique artistique. Et nous voulons de cette façon mettre à la disposition des enfants qui font la gymnastique des cas techniques. Alors expliquez-nous ce que c'est que la gymnastique artistique. Alors la gymnastique, c'est une grande famille. Ça s'apparente à l'athlétisme où on a les sauts, les lancers, les courses, etc. Ouais. Et la gymnastique également, c'est une grande famille où nous avons la gymnastique pour tous, que tout le monde peut pratiquer, la gymnastique d'entretien, la gymnastique pour avoir la santé physique et mentale, et puis la gymnastique de compétition. Et c'est dans cette gymnastique de compétition que nous retrouvons la gymnastique artistique. Nous pouvons avoir également la gymnastique rythmique, la gymnastique au trampoline, la gymnastique acrobatique, la gymnastique aérobique et puis le parcours. Voilà les épreuves qu'on peut trouver dans la grande famille de la gymnastique dont je parle. Et la gymnastique artistique, c'est cette gymnastique-là que nous faisons sur des agrès. Et parmi ces agrès, on a le sol. Sur le tapis, un tapis aménagé à cet effet pour permettre à ce que les athlètes puissent réaliser dans de bonnes conditions les épreuves au programme de cette gymnastique-là. Voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne la gymnastique artistique. Oui. Et donc nous voulons mettre à la disposition de ces enfants qui pratiquent cette gymnastique des cas techniques pouvant les encadrer de façon en sécurité et objectivement, de sorte que ce qu'ils produiront dorénavant puisse aller dans le sens de la compétition. C'est vrai que dans des coins de rue, au niveau des sables, à la plage, tout ça là, les jeunes Togolais s'exercent au mouvement acrobatique. Ce n'est pas très loin de cette gymnastique artistique dont nous parlons, sauf que ça ne peut pas être encore compétitif. Raison pour laquelle nous voulons mettre à leur disposition des cas techniques pour les orienter vers une gymnastique de compétition. Et cette compétition, cette formation va se faire en deux volets. Un premier volet qui va regrouper les potentiels entraîneurs du Grand Lomé. Et le deuxième volet va s'occuper des potentiels entraîneurs de la région maritime. Et l'année prochaine, on va voir ce qu'on peut faire pour l'intérieur du pays. Et pour le Grand Lomé, ça démarre le lundi et finit le mardi. Une journée. Deux jours. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Mais ce n'est pas encore fini. Après les 2 jours, ils iront dans leur club s'occuper des enfants par rapport au contenu de formation qu'ils auraient reçu. Et ce n'est pas tout. Ils vont être évalués après 5 mois d'entraînement avec les enfants, c'est-à-dire dans le mois de décembre, et c'est à l'issue de cette évaluation-là qu'ils peuvent avoir le certificat d'entraîneur que nous leur proposons. Alors, combien de clubs vous avez au Togo présentement comme club de gymnastique? Voilà, il faut dire que la fédération est née le 13 octobre 2018. À l'origine avec 6 clubs. C'est les clubs fondateurs. Un club à Kara, un club à Sokoré et puis 4 clubs à Lomé. Donc c'est ça. À l'origine c'est ça. Mais nous voulons multiplier les clubs à travers également cette formation. Une fois les entraîneurs formés, les enfants vont se retrouver autour de ces entraîneurs-là et puis nous allons les conduire à se constituer en club. C'est de cette façon aussi que nous allons multiplier les clubs, de sorte qu'on ne soit plus 6 clubs, mais on atteigne 15, 20 clubs, pourquoi pas.
Alors Stéphane, tu as une question par rapport à ça? Question, pas encore, mais je voudrais féliciter le président. C'est une jeune fédération, une très très jeune fédération. Et quand on dit que la fédération est née en 2018, il faut comprendre qu'il y a 2 ans de Covid qui sont passés aussi par là. Donc c'est une fédération qui n'a peut-être que vécu durant quelques mois. Et ensuite le Covid est venu pour nous prendre 2 bonnes années et c'est maintenant que ça reprend. Donc on les comprend. Maintenant, je voudrais dire au président que il y a beaucoup de salles de gymnastique à Lomé et aussi dans certaines villes de l'intérieur du pays. Donc automatiquement, ces salles de gymnastique doivent pouvoir être à vos côtés pour profiter de votre expertise. Parce que moi, je vais à la salle de gym, mais honnêtement, je fais avec ce que je vois. Et parfois on nous fait danser un peu, parfois on nous fait monter sur certaines machines et on fait ce qu'on peut. Maintenant, si on peut professionnaliser ça, faire en sorte que ces formateurs de ces salles de gym soient eux-mêmes d'abord bien formés, et ce sera une bonne chose, puisque on ne peut que transmettre ce qu'on connaît. Donc, une personne éduquée peut bien éduquer ensuite. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et je pense que si ces agents de formation de gymnastique dans les salles de gym ont compris l'intérêt, personne ne pourra rester. Vous n'allez même pas être ici comme vous allez être débordé, je vais dire. Donc, il faut vraiment leur tendre la perche, leur montrer le bien fondé de la chose et tout ce qu'ils vont y gagner s'ils adhèrent à la Fédération de gymnastique. Donc, comme ça, ils vont pouvoir venir et vous les former pour nous. Parce que moi, j'ai déjà assisté à un de leurs trucs au stade de Kégué. Sincèrement, vous faites tout à l'heure 2 heures sans vous rendre compte. Vous dansez si bien, mais après tout, vous vous rendez compte que vous êtes couvert de sueur parce que c'est beaucoup de gestes. On se baisse, on lève la main, on va à gauche, on va à droite. Tout ça là, c'est bien. De petits gestes, mais qui permettent de se dégraisser. Donc, félicitations à vous. Le travail ne vient que de commencer. On ne peut que vous souhaiter du courage pour la suite. Et puis, Président, la formation continue avec quoi? Pardon? La formation continue avec quoi? Le lundi et le mardi, nous allons nous regrouper en présentiel pour passer en revue des modules. C'est ça. Une fois fini, ils iront sur le terrain, dans leur base, s'occuper des enfants en fonction du contenu, du programme, des modules qu'ils ils vont partager avec les formateurs. Oui. Et une fois sur le terrain, ils auront à faire 5 mois. 5 mois d'entraînement avec les enfants. Au bout, nous allons organiser une compétition pour tester la capacité à transmettre de ces formateurs à travers la production des enfants qu'ils vont encadrer entre-temps. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie des éléments d'évaluation de ces entraîneurs-là. Voilà. Donc, ils doivent être, disons, à jour, disponibles. Ils doivent également transmettre l'information reçue à la formation, et de sorte que les produits qu'ils auront à former puissent refléter le contenu de la formation qu'on aurait à leur donner. Alors, est-ce que vous pensez que à l'intérieur, ça peut également se faire? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Les moyens sont... Pour cette gymnastique, on n'a pas besoin pour aller jusqu'à l'intérieur? Je disais, en tant que pour cette gymnastique, on n'a pas besoin de grand espace. Avec 12 mètres carrés, on peut faire l'agilité au sol. Et donc, sur toute l'étendue du territoire, je ne vois pas d'obstacle pour obtenir les 12 mètres carrés là. Un peu de sable ou bien un peu de gazon, ça va déjà. Voilà. Maintenant, c'est un processus de faire en sorte que tout le territoire soit couvert. Qu'on puisse avoir des entraîneurs de Lomé à Saint-Cassé. Pour ce début, nous nous sommes dit que nous allons faire avec la région maritime et le Grand Lomé. Et au premier trimestre de l'année 2023, nous allons voir ce qu'on peut faire pour les autres régions du Togo. Alors, à l'issue de cette formation, y aura-t-il des diplômes à décerner? Si, il va y avoir des diplômes à décerner.
il va y avoir des diplômes à décerner et c'est en décembre, au bout de cette formation-là, en décembre, qu'ils vont avoir ce diplôme-là. Alors, votre mot de la fin, c'est... Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée de pouvoir partager avec la population les activités de la Fédération togolaise de gymnastique, surtout en ce qui concerne cette formation-là. Je voudrais également remercier tous ceux qui se sont portés volontaires pour suivre cette formation et aller s'occuper objectivement. Qui se porteront ou bien qui se sont portés? Qui se sont portés déjà. Il y a une liste déjà. Puisque ça commence le lundi, on a clôturé la liste. Voilà. Et donc, qui se sont portés volontaires pour encadrer objectivement ces enfants-là qui attendent déjà. Ils font déjà de bonnes choses, ils attendent que des gens s'occupent d'eux. Et voilà, s'ils se sont portés volontaires, chapeau à eux. Et je voudrais qu'ils s'attellent, ils se donnent au cours de cette formation et au bonheur des enfants qu'ils auront à encadrer. Voilà. Okay, merci M. Soveadi. Nous allons maintenant parler de pétanque. Réunie en congrès électif samedi dernier à Lomé, la famille togolaise des sports de boules a élu un nouveau bureau. Le choix est donc porté sur Dominique Nyazo pour diriger la Fédération togolaise de sport boule. Il succède à Edem Bonou qui ne s'est plus présenté. Reportage Jean-Kofi Edeni. Il s'appelle Dominique Memesile Nyazo, notaire de son état et vice-président du bureau sortant. C'est lui qui va veiller désormais aux destinées des sports boules au Togo. Tête de liste, notre engagement pour la pétanque au Togo, il a été brillamment élu. La totalité des votants n'a pas hésité à porter son choix sur celui qui, des années durant, n'a pas lésiné sur les moyens pour le rayonnement des sports boules. Avec 38 voix sur 38, le nouveau président, affectueusement appelé Tonton Domi, est confirmé dans son rôle. Nous mesurons les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à l'évolution et à la visibilité de ce sport. Et ensemble avec les autres membres du bureau, on se battra pour quand même donner des résultats. C'est vrai que ce sport pour lequel nous sommes élus est un sport populaire, mais un sport qui est orphelin en termes de moyens et d'infrastructures. Et nous essayerons dans la mesure du possible, ensemble avec les responsables de tutelle et les élus locaux, de voir dans quelle mesure essayer d'améliorer la pratique de ce sport. Président sortant, sympathisants, membres actifs et pratiquants, tous restent solidaires pour la parfaite réussite de la nouvelle mission assignée à Maître Nyazo pour les lendemains meilleurs de la pétanque togolaise. C'est une joie, encore une fois, parce que quand vous êtes au moment de la gloire, il faut sortir pour laisser la relève. Le nouveau président que je félicite a dit que je serai toujours à ses côtés. Devant tout le monde, il m'a nommé son conseiller spécial de tous les temps. Je vous avoue, notre collaboration était merveilleuse et j'aurais souhaité que son vice-président travaille avec lui comme il a fait avec moi. Ministère des Sports et des Loisirs, l'instance dirigeante des sports du Togo, Comité national olympique, tous restent confiants eu égard aux résultats acquis par la FTSB. Le nouveau bureau, je les exhorte à continuer dans le même sens, sur le même chantier que les prédécesseurs ont déjà battu et rester toujours attaché au ministère des Sports et des Loisirs, travailler en synergie avec tous les services techniques qui ont en charge la promotion des sports au Togo pour qu'ils puissent également apporter leur pierre à la construction et au maintien de l'édifice de cette fédération. Cette discipline n'est pas une discipline olympique, mais ils font partie du Comité national olympique du Togo et nous les soutenons. Notre rôle, c'est de pouvoir faire éclore toutes les disciplines, permettre aux citoyens, en dehors des stress, de pouvoir s'épanouir dans le sport de leur choix. Notons que le Togo de la pétanque est vice-champion d'Afrique et a pris part au dernier championnat du monde, Espagne 2021.
Jean Kofi Deji, merci. Et nous sommes avec Buffalo Lambert, notre nutritionniste. Il est encore là pour nous parler ce soir de la nutrition d'un sportif. Bonsoir, monsieur Buffalo Lambert. Bonsoir. Alors, vous êtes venu ce soir, le thème c'est la patate douce. Tout à fait. Alors, dites-nous ce que la patate douce fait dans la nutrition d'un sportif. La patate douce est connue d'abord en Afrique, ça fait 8000 ans. Cela fait 8000 ans. Et le père de la médecine mondiale, Imhotep, utilisait la patate douce pour soigner les pharaons. La patate douce, aujourd'hui, nous avons la blanche et la rouge. Il faut consommer souvent la patate douce crue. C'est très bon pour notre santé. Le jus qui se retrouve dans la patate douce, c'est un véritable médicament. Les aïeux, nos papas, nos mamans ont compris que au village, quand on se lève le matin, si vous voulez même éviter le palu, une pathologie qui est très répandue en Afrique, il faut commencer par consommer d'abord de la patate douce mais crue. Bon, on peut aussi préparer de la patate douce, comme on sait le faire ici chez nous au Togo, ou préparer aussi la patate douce à vapeur. Tout ça, ça vaut la peine, mais quand vous consommez de la patate douce crue le matin, le jus blanc qui est à l'intérieur va vous aider à renforcer votre système immunitaire. Quand vous avez le système immunitaire solide, vous tombez moins malade. Donc, je conseille nos frères sportifs, nos sœurs sportives, ou tous les Togolais et les Togolaises de consommer même 3 fois seulement dans la semaine un petit morceau de patate douce crue, ou bien préparer comme un déjeuner ou petit déjeuner ou le dîner à la maison, parce qu'on peut manger la patate douce avec n'importe quelle nourriture que nous avons ici, parce que c'est une nourriture qui est très bénéfique pour notre organisme, pour notre corps. Alors, les hommes qui souffrent, tous les hommes, sans exception, qui n'ont pas ou qui ont des problèmes de prostate, doivent se diriger d'abord vers la patate douce avant de se diriger vers les médecins ou dans les hôpitaux. Parce que quand vous consommez régulièrement, au moins 3 fois la patate douce dans la semaine, votre prostate reste à la forme initiale. Donc, c'est très important de consommer les patates douces ou la patate douce, parce qu'il y a 2 sortes. Les deux nous font du bien, il faut les consommer régulièrement. En consommant la patate douce, si c'est une habitude, le mode de vie que nous demandons, nous les nutritionnistes, nous demandons, si on respecte ça en consommant la patate douce régulièrement, vous pouvez même avoir jusqu'à 75 ans sans marcher avec les cannes. Aujourd'hui, tout le monde, la plupart de la population veulent vivre le plus longtemps possible. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui veut mourir vite, sauf que le grand frère va me contredire que ce que je dis là, c'est pas vrai. Donc, tout le monde veut vivre le plus longtemps possible. Alors, pour vivre le plus longtemps possible et ne pas marcher avec les cannes, la nature a été généreuse avec nous, surtout les Africains. Pourquoi? Je parle de la patate douce organique. Quand la patate douce, elle est organique, et là, c'est bien fait. Mais quand c'est avec les produits chimiques, là, vous mangez juste pour remplir le ventre. Il n'y a rien qui se passe. Donc, je parle de la patate douce qu'on retrouve au nord, au sud, à l'est. Sans engrais. Sans engrais. Cette patate douce-là, c'est un véritable médicament qu'il ne faut surtout pas jeter. Vous pouvez prendre de la patate douce pour faire de la poudre, en donnant aux enfants, comme la bouillie en fait, en donnant aux enfants, en ajoutant un tout petit peu le miel, c'est très bon pour la mémoire et ça donne beaucoup d'énergie pour les enfants et ceux qui vont cultiver ou bien qui vont grimper les montagnes et autres. Donc la patate douce, elle est très très bien dans notre alimentation ici, ce que les autres n'ont pas dans les autres pays ailleurs. Alors, cette patate douce, est-ce que la farine de patate douce peut fabriquer du pain? Très bien, une question bien posée. Aujourd'hui, puisque nous... les études scientifiques ont démontré que à force de consommer le pain, le blé, tout le temps, vous pouvez avoir l'arthrose pour plus tard quand vous allez grandir. Donc il vaut mieux se diriger vers le pain de manioc et le pain de la patate douce. Et pourquoi pas le pain d'igname. Donc la patate douce, on peut en fabriquer le pain avec et consommer sans souci. Parce que en consommant la patate douce ou le pain de la patate douce, on n'a pas des inconvénients. Jusqu'à ce jour, je passe sur le plan scientifique, on
n'a pas des éléments scientifiques qui disent que, ah, attention, si vous consommez le pain de la patate douce, plus tard vous aurez tel problème, ou bien si vous consommez la patate, vous aurez tel problème pour plus tard. Ce que je vais dire comme conseiller, donner comme conseil, il ne faudra pas non plus exagérer pour la patate douce, parce que c'est une nourriture, mais même de l'eau, quand on ne sait pas boire de l'eau, on risque d'avoir des sérieux problèmes après. Mais la consommation régulière, 3 fois par semaine, de la patate douce nous fera vraiment du bien. Eh bien voilà, nous avons donc bouclé avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à cette nutrition de patates douces des sportifs? Voilà, ce que je vais dire aux sportifs, je crois que le grand frère veut parler, mais je dis 2 mots d'abord. Ce que je vais dire aux sportifs, c'est de varier leur alimentation. Aujourd'hui, il est fort possible de trouver sa propre pyramide alimentaire en fonction du boulot qu'on fait, en fonction des compétitions, de sport qu'on fait. Donc, je conseille aux sportifs de consommer surtout la patate douce, mais crue ou préparée à la vapeur. Alors, les patates douces qu'on frit à l'huile, est-ce que ça aussi, il y a des vitamines? Colico, oui, c'est très bien. Ça dépend avec l'huile. Quelle huile on a on a fait frire la patate douce. Pas l'huile qui est restée le lendemain. L'huile qu'on a fait la cuisine avec, ou on a frit des choses avec, on garde ça et le lendemain on refait la patate douce. Non, on prend de la bonne qualité, l'huile, pour faire frire la patate douce. C'est très bien à condition que pour les sportifs surtout, pour que ça soit sec, pas trop d'huile, et puis le tout est joué pour la consommation de la patate douce. Okay, merci donc Monsieur Bouffalo Lambert, et à la prochaine. Est-ce que vous avez quelque chose à l'endroit de vos frères et sœurs qui vous ont suivi sur la TVT? Oui, je voudrais dire merci d'abord à la TVT pour cette émission, et je voudrais aussi dire également merci au directeur et à tous ceux qui nous entourent ici, tous ceux qui nous regardent, et les téléspectateurs et les téléspectatrices de nous avoir écoutés tous les samedis. Merci Lambert. Stéphane Atigoso, nous sommes à la fin de cette édition. Alors, oui, exprès, je n'ai pas voulu poser des questions à Lambert aujourd'hui parce que ce qu'il a développé rejoint un peu ce que j'ai déjà entendu. J'ai entendu le pour et le contre, parce que les gens disent que la patate douce affaiblit l'homme. J'avais gardé ça en tête jusqu'au jour où je me suis retrouvé un jour à Vouga, et un monsieur m'a dit si la patate douce faisait ça, je ne devais pas avoir 13 enfants. Voilà. Donc ça a corrigé ça un peu dans ma tête, et je crois que Lambert vient de donner la confirmation que la patate douce est une bonne chose. Donc je salue tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis de Saint-Cassé à Djakassé, les amis de Palimé qui nous suivent beaucoup, je les salue tous, et bon week-end à tout le monde. Ok, merci Stéphane Atigoso, et je conseille à tout le monde de consommer le maximum de patates douces. Moi également, je vais tout à l'heure aller au marché pour chercher de la patate douce. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et le prochain rendez-vous, c'est lundi avec Claude Ama dans le magazine Panorama des sports. À très bientôt.